trop Allez, content de c'est te recevoir, Jérémy. écoute, Euh, merci beaucoup, Kylian. du Kylian, coup, hein, pas Kylian. ouais, Kylian, surtout pas Kylian. Comme je disais en intro, donc cofondateur et rédac chef chez Risque Intel Média, le média sur la cybersécurité en France. Vous avez reçu des dizaines de personnes hyper importantes sur les questions de défense, etc. Donc, trop content de t'avoir. Il y a plein de sujets qu'on va aborder. On va parler cybersécurité, on va parler un peu géopolitique, etc. Tout ça orienté sur les thématiques d'IA, parce que l'IA accélère tout. On a discuté au téléphone brièvement la dernière fois. Tu m'as fait part un peu de ton parcours que je trouve hyper intéressant, vraiment éclectique pour le coup. Donc j'aimerais bien qu'on commence par ça, que tu nous racontes un peu ton parcours. Parce que première chose que tu m'as dit, c'est imposteur. Alors, je suis vraiment pas d'accord. Mais si toi tu te définis comme ça, il doit. Imposteur et troubadour. Voilà. Voilà. Ça fait pas hyper flatteur, mais je jure aux gens que ça va être intéressant. Enfin bref, que tu nous racontes un peu tout ça et que tu nous racontes un peu quand est-ce que tu as commencé à parler d'IA, quand est-ce que tu as commencé à appréhender ces sujets-là dans ta vie. Voilà. Bien sûr, écoute, pour commencer sur mon parcours, en fait, c'est très simple aujourd'hui, donc je suis entrepreneur, rédacteur en chef, en effet, de Risque Intel Média. On a un média spécialisé en cybersécurité, très tourné B2B, c'est-à-dire que nous, on va beaucoup inviter des professionnels de la cybersécurité, de la tech, un peu de géopolitique également, parce que c'est très lié à la cybersécurité, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est vrai que pourquoi je dis que je suis un imposteur ou un troubadour, c'est parce que finalement, je dirige un média qui est très tech et intelligence économique, mais il est vrai que moi j'ai une formation en sciences sociales, je suis avocat d'affaires, j'ai été avocat d'affaires pendant 6 ans, maintenant j'ai arrêté parce que l'entrepreneuriat ça prend du temps et avocat aussi, donc les 2 en même temps c'était compliqué. Et puis avant ça, bon bah j'ai fait des études à Sciences Po Paris, des études de droit avant. Donc vraiment, je suis un pur produit du droit et des sciences sociales à l'origine, mais j'ai toujours été passionné de technologie. Et quand on a fondé avec Yasmine Douadi, donc qui est la fondatrice vraiment et la CEO d'ailleurs de Risk Intel Group, parce que maintenant en fait on a un groupe avec le média et puis on fait aussi de l'événementiel et puis de l'organisation d'événements B2B très spécialisés. Et en fait, quand on s'est associé, moi finalement, j'ai pris la direction, je dirais, de la ligne éditoriale. Pourquoi? Parce que ces sujets de cybersécurité, de tech, et cetera, je trouvais qu'on les abordait de 2 façons différentes et pas suffisantes dans les médias en général. La première façon, c'est d'un point de vue purement technique. Donc on a des chaînes YouTube, on a des médias qui sont très techniques, qui font des tutos techniques, très pointus, et ultra qualitatifs. Nous, c'est pas ce qu'on fait, parce que pour nous, la cybersécurité va au-delà de la tech et de la technique. Et puis, il y avait, s'agissant de la tech, je dirais, des médias très entrepreneuriales. On discute entrepreneuriat, on discute argent, ce qui est nécessaire au vu du manque de culture financière des Français. Euh, et moi, ce que je voulais, c'est qu'on parle des rapports de force dans la technologie, c'est-à-dire de ce qui fait mal, de là où il y a des confrontations, de là où il y a des guerres, de là où il y a de la violence, finalement, dans ce nouveau champ, quelque part, des sciences sociales, à mon avis, qui s'ouvre, qui va s'ouvrir de plus en plus, qui est la tech. Et tu vois, ça, on l'a vraiment lancé, nous, en 2020, et avec l'arrivée aux États-Unis, voilà, des milliardaires de la tech, de la Silicon Valley, la question des deepfakes, de la désinformation, qu'est-ce qu'on a observé dans les années après? C'est que finalement, la tech s'est invitée dans l'actualité comme un sujet politique comme un autre. Pourquoi? Parce qu'elle conditionne notre quotidien. Aujourd'hui, toi et moi, on est en train de discuter sur un ordinateur via une plateforme probablement hébergée aux États-Unis, mais bon, ça on pourra en discuter. C'est pas comme si on avait discuté de choses très sensibles ensemble, hein. L'idée c'est que ce soit public, donc c'est pas très grave, mais le fait est que la tech, elle est dans nos vies, tous les jours, dans notre quotidien, et en même temps, elle va conditionner tout un ensemble de rapports de force entre les États, mais aussi entre les citoyens et les criminels, les cybercriminels, c'est un vrai sujet. Bref, donc moi, c'est tout ça qui me passionne. Et en fait, si tu veux, ma vision, on va dire sciences sociales, pour moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que des gens qui ne sont pas dans la cybersécurité, qui sont pas des ingénieurs,
qui peuvent être peut-être des commerciaux, même des dirigeants, parce que les dirigeants d'entreprise ne sont pas des techos pour la plupart, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais en tout état de cause, pour faire en sorte que tout le monde comprenne ça, un peu, j'essaie de me rappeler un peu ce que moi j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire que, bon, j'ai quand même dû apprendre pas mal de choses. Et l'idée pour moi, c'est de faire en sorte que celui que j'étais il y a 5 ou 6 ans comprenne quand même ce qu'on fait. Donc on reste quand même sur des contenus assez pointus, mais voilà, on essaye de clarifier ces sujets et de rappeler quand même aux gens qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Ça, c'est un truc que moi j'ai beaucoup eu dans mes études, ce côté finalement on a le doux commerce, on fait des affaires avec le monde entier, et puis ça va bien en fait. Bah, en fait, pas du tout, hein. Les rapports commerciaux internationaux, c'est mafieux. C'est mafieux parce que, peut-être qu'il y a une entreprise d'un pays qui, va te voler un contrat, enfin, te passer devant pour un contrat d'armement. Résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais une petite cyberattaque dans le dos, pour faire fuiter des plans, pour détruire sa réputation, pour récupérer le contrat ensuite. Voilà. Qui a fait des affaires sait que c'est un milieu extrêmement violent et moi, je pense justement que les gens, notamment, bah, de ta génération, parce que tu es un peu plus jeune que moi je suis trentenaire, c'est vraiment un truc important à comprendre, c'est que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, le monde des affaires, en fait, il y a le fait d'avoir un bon produit, de vendre un bon service, mais il y a aussi les luttes auxquelles tu vas devoir faire face inexorablement, même à ton petit niveau, même nous chez Risquintel Média, parfois, bon voilà, c'est ça existe. Donc on essaie de bon, il y a des gens qui essaient de nous hacker toutes les semaines, c'est assez pénible. Mais voilà quoi, je veux dire, on vit voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La tech en particulier, c'est pas juste de la technique, c'est pas juste de l'entrepreneuriat, startup nation, machin, c'est aussi des rapports de force. Moi, pour rester sur ton parcours, après tout ce que tu m'as dit, c'est hyper intéressant et passionnant et je pense que ça crée déjà pas mal de questions. C'est sur comment est-ce que tu as acquis cette culture-là de la tech, de la cyber. Alors, comme tu as dit, tu as fait des études plutôt sociales à Sciences Po, etc. Est-ce que c'est un truc qui t'intéressait et du coup, par extension, tu t'y es intéressé toi-même? Est-ce que dans ton métier d'avocat en droit des affaires, tu as aussi été confronté à ce genre de sujet-là? Comment est-ce que c'est arrivé un peu ces sujets-là au début? Ouais, ouais, bah écoute, c'est une bonne question que tu poses. En fait, quelque part, moi, la chance que j'ai, de par ma formation intellectuelle, on va dire, de juriste à l'origine, et puis aussi en sciences sociales. Ce qu'on t'apprend dans ces formations-là, c'est premièrement être curieux, mais ce qu'on t'apprend tout particulièrement quand tu deviens avocat, c'est travailler tes dossiers. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par la tech. Je suis un gros geek, je sais pas si ça se voit. On a parlé de jeux vidéo juste avant en off, mais je suis vraiment un énorme geek et j'ai toujours été passionné par la tech et si tu veux, en fait, j'ai rapidement compris que pour comprendre le monde, fallait comprendre la tech, tu vois? C'est essentiel. C'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui te dire: «Moi, je suis avocat, moi, je suis juriste, comptable, ce que je veux, ce que tu veux, mais l'IA, ça m'intéresse pas». C'est pas possible. Dans le monde qui vient, ceux qui disent ça sont soit des imbéciles, soit des inconscients. Et en tant que fouineur spécialiste, et avocat, quand tu es avocat, tu sais, je te donne un exemple. Quand j'ai traité, par exemple, une anecdote, un dossier, c'était sur l'aviation. C'était un client qui travaillait dans l'aviation. Écoute, pour défendre un dossier comme celui-ci, il faut que tu te renseignes sur comment est fabriqué un avion, comment est fabriqué un cockpit, comment, vole un avion, ne pas confondre l'aile gauche, l'aile droite, te renseigner sur tous les postes et cetera. De facto, tu ne deviens pas expert dans ton domaine, mais tu as quand même intérêt de comprendre ce dont il s'agit. Et moi, si tu veux, toutes les thématiques, tous les sujets que je traite pour, le média, Risquintel Média, je te donne ma méthode pour faire très simple. Alors, avec l'IA d'ailleurs, ma méthode a un peu changé, on pourra en reparler. Mais admettons demain, je fais un sujet, sur un point en particulier en cybersécurité. D'abord, je me crée une documentation, c'est-à-dire une liste de documents, de livres, de rapports, d'articles. Je vais voir aussi sur les forums, hein, ce que les gens, disent sur le sujet, c'est toujours important d'avoir le «live» entre guillemets. Je vais sur Twitter aussi pour voir les discussions. Et en fait, bah, je vais lire, je vais comprendre, je vais me faire une sorte de note de synthèse. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, à ceux qui travaillent dans ma rédaction.
avant de travailler un sujet, vous me faites une note de synthèse sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça implique d'abord d'identifier les sources pertinentes et ensuite, le travail de synthèse te demande de comprendre, la matière que tu traites et en fait, si tu veux, c'est de cette manière-là que, petit à petit, je dirais que je suis monté en compétence sur ces sujets technologiques. Après, bon voilà, tu as quand même des chercheurs, de renommée, par exemple en cybersécurité, tu as quelqu'un d'ailleurs, c'est un des premiers chercheurs que j'ai interviewé sur la chaîne, qui s'appelle Kevin, Limonier, qui est, chercheur, en géopolitique à l'origine, mais géopolitique de la cybersécurité et en particulier, du monde russophone. Donc aujourd'hui, tu vois, sur ces sujets-là, tu as des gens qui viennent des sciences sociales et qui s'intéressent, à ces sujets technologiques et quand tu interviewes l'interview sur la chaîne YouTube Risquintel Média, c'est Le Cercle avec Kevin Limonier. Quand tu interviews un mec comme ça et que tu l'écoutes, tu comprends qu'il comprend évidemment les fameuses couches OSI, n'est-ce pas, des infrastructures informatiques, la couche physique, logique, etc. Qu'il a une compréhension des réseaux, comment ils sont interconnectés. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, et je veux vraiment faire ça comprendre à ton audience, c'est que vous n'avez pas besoin d'être développeur, de savoir coder, d'être ingénieur, aujourd'hui pour comprendre les sujets technologiques qui vont transformer le monde. Comprendre ce qu'est un réseau de neurones. J'aurai jamais la compréhension de Yann Lequin, on va pas se mentir, mais quand même, on peut s'y intéresser, on peut approfondir, on peut creuser. Et une fois qu'on a compris, on comprend le monde qui vient. Mais il faut s'y intéresser dans le détail. Il faut toujours aller dans le détail. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Elon Musk à chaque fois qu'il lance un business. C'est très connu. Il va aller regarder dans le détail précisément, il va décomposer, ce que fait, une chaîne de valeur. Admettons, tu vois, demain, il veut lancer d'ailleurs ce qu'il a fait avec Tesla, une boîte dans l'automobile. Il va aller regarder précisément comment sont montées les voitures, d'où viennent les vis, d'où vient le métal, comment organiser la chaîne logistique et en fait, une fois qu'il a cette vision ultra détaillée, c'est comme ça qu'il peut prendre ensuite des décisions stratégiques. Bah, en fait, on n'est pas tous aussi intelligents qu'Elon Musk. Voilà, sinon, on aurait déjà colonisé cette planète, mais le fait est que on est capable quand même, je pense, chacun à notre niveau, de nous intéresser à ces sujets. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Moi, tous les jours, j'apprends des choses nouvelles, mais à la fin, si tu veux, je pense que je suis armé pour affronter, le monde qui vient et surtout par rapport aux gens de ta génération, l'IA, moi, je vois des jeunes qui ne s'y intéressent pas. Je suis très inquiet pour eux, très inquiet pour eux, parce que ça va tout casser. Et juste une petite anecdote, après j'arrête mon tunnel, mais j'ai un ami, avocat, on a fait nos études ensemble. À notre époque, il y avait pas l'IA, si tu veux, c'est arrivé alors ça faisait plusieurs années qu'on avait le barreau et qu'on était avocat et il me dit: «Mais tu sais, mais moi Jérémy, demain, j'ai plus de ChatGPT, je suis handicapé» et je te parle d'un avocat qui a de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit ChatGPT ou un autre, hein. Mais les IA aujourd'hui sont des moyens de décupler notre intelligence. Moi, je pense pas qu'elles vont nous remplacer. Elles vont nous remplacer si on s'y intéresse pas. Ça, c'est sans aucun doute. Mais en revanche, aujourd'hui, il me dit: «Mais moi, je peux pas travailler sans l'IA. Elle m'aide tous les jours à formaliser des documents, elle est pas mauvaise pour faire des recherches, mais il faut faire quand même attention parce qu'elle invente beaucoup la jurisprudence, et ça, tu pas envie de» j'ai un autre pote qui a créé un site qui répertorie les cas où des avocats ont, cité des jurisprudences inventées par l'IA. C'est un truc. C'est un truc. C'est-à-dire que tu as des avocats aujourd'hui, je sais pas, ils ont peut-être pas relu ce travail du stagiaire, qui ont balancé des jurisprudences, donc des cas, qui n'existent pas, que l'IA a inventé. Et donc ce pote en question, il répertorie ces affaires-là. Donc bon, voilà, pour l'image des Comme cabinets impliqués, c'est pas terrible. Mais bon, voilà. je suis incapable, moi aussi, de gérer mes. Enfin, tu vois, pour faire le parallèle, mes médias n'existeraient pas sous la forme qu'ils ont aujourd'hui si j'utilisais pas l'intelligence artificielle, complètement. C'est impossible et je suis assez d'accord avec toi sur l'idée que il va y avoir, au sein de ma génération, je pense, un vrai gap entre ceux qui s'y sont intéressés tôt et ceux qui ont un train de retard. Et je pense même que, tu vois, des inégalités qui pouvaient être présentes de par la naissance ou ce genre de choses vont être accentuées, mais très fortement,
liées aux questions d'IA, si justement il y a ces thématiques de, ok, il y en a qui y ont été introduits de par leurs parents parce que ces parents-là ont plutôt des appétences ou non, et ceux qui n'y réfléchissent pas. Il y a aussi, comme tu disais, du coup, un truc où ça peut améliorer ou compléter l'intelligence de certains, donc atténuer ce gap-là. Je pense qu'il y a des deux côtés qu'il faut voir la chose, mais je pense que c'est essentiel. Il y a pour continuer sur l'IA, en plus, tu m'as lancé quelques sujets sur les interviews. Tu as reçu énormément d'experts sur les sujets de cybersécurité, cyberattaque. À quel point tu dirais que l'IA, c'est devenu un tournant sur ces sujets-là? À quel point ça a accentué quelque chose dans les sujets de cybersécurité? Écoute, c'est un vaste sujet, Mm. mais juste avant de te répondre sur cette question, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu as touché à un sujet qui, à titre personnel, est vraiment très important. Et là, je vais te parler de moi, après je te dirai sur l'IA et la cybersécurité. Clairement, ça a tout changé. Je vais même te donner quelques anecdotes assez rigolotes des entreprises qui travaillent en cybersécurité. Mais par rapport à ce que tu as dit, le fait que ça risque d'augmenter des inégalités, tu as tout à fait raison. Et en même temps, c'est peut-être le moment de dépasser les inégalités en termes d'éducation. Et je vais te donner, moi, mon exemple. Tu vois, je viens pas d'un milieu très riche, je viens d'un milieu populaire. J'ai grandi en Guyane. Ma mère était mère au foyer, mon père était technicien de maintenance. J'ai été boursier pendant toutes mes études, échelon max, supplément nuggets. Et si tu veux, ce qui m'a permis de préparer Sciences Po Paris. Après, j'ai découvert qu'il y a des gens qui faisaient des prépas pendant le lycée pour préparer Sciences Po Paris, tu vois. Je savais même pas qu'elles existaient. Mais ce qui, moi, m'a permis de préparer Sciences Po Paris, c'est en autodidacte, Internet. Sans déconner. C'est-à-dire que j'ai pas eu de prof particulier, j'ai pas eu de mentor, je l'ai préparé tout seul dans mon coin. Euh, et en fait, c'est Internet. C'est-à-dire que j'ai trouvé des listes d'ouvrages, parce que la culture générale, c'est quoi? Ce sont les livres qui sont indiqués comme importants par l'élite. Mais il faut avoir la liste. Parce qu'en fait, tu peux lire 50 livres par an, si c'est pas les bons, bah tu seras pas pris dans les concours. Ça, j'ai trouvé cette connaissance sur Internet. C'est comme ça que je me suis préparé et que j'ai pu réussir dans mes études en autodidacte. Donc, il fut un temps où vraiment l'accès à la connaissance était complexe. Aujourd'hui, si je devais me préparer pareil à Sciences Po, qu'est-ce que je ferais? Mais j'irais discuter avec mon IA. J'irai discuter avec mon IA. Je transformerai mon IA en prof particulier sur tous les sujets. J'aurai un GPT, Grok, Gemini, tout ce que tu veux, spécialisé en sciences politiques, spécialisé en histoire. Dans certaines périodes historiques, je lui demanderai de m'expliquer les sujets, je lui demanderai de me les rendre intelligibles, je lui demanderai de, par exemple, je rédigerai en fonction, si tu as une note de synthèse à faire, je rédigerai une note de synthèse, je lui donnerai pour qu'il me donne une note. Aujourd'hui, tu peux faire ça. J'ai un ami, par exemple, qui passe des examens, il est avocat. Mais bref, il doit passer des examens pour une certification. Il écrit sa copie, il l'a fait corriger par l'IA lui donne une note. Et c'est comme ça qu'il s'est préparé. Tu vois? Donc d'un côté, ça va augmenter peut-être en effet les inégalités, mais de l'autre côté, si tu as envie de te sortir les doigts des fesses, je suis désolé, mais aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse. C'est-à-dire que vraiment, avec les IA d'aujourd'hui, on a atteint un degré d'intelligence disponible qui est incroyable. Et je vais te donner un exemple par rapport à la cybersécurité. Typiquement, quand il y avait un sujet que je comprenais pas, parce que je sais pas tout, qu'est-ce que je faisais? J'allais lire des rapports. Admettons le SASI, tu vois, ça c'est un sujet en cybersécurité. ASE, Security Access Service Edge. Bref, c'est une technologie en cyber qui est partout, en fait, on l'utilise tous, mais on s'en rend pas compte. Euh, je comprenais pas ce que c'était. Bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre dans la position de quelqu'un qui comprend pas. Je vais discuter avec mon IA et je l'ai transformé en prof particulier. Et maintenant, je fais ça. Dès qu'il y a un sujet que je comprends pas, je discute avec l'IA, je lui demande des sources. Ensuite, je vais voir les sources et finalement, j'ai un prof particulier qui m'explique. Donc vraiment, s'il y a un sujet que vous connaissez pas, je sais pas, moi, par exemple, investir votre argent. Tu vois, typiquement, à ton âge, c'est en vérité, c'est le moment où il faut commencer. Parce que bon, le système de retraite français, si tu comptes dessus, c'est que t'es un idiot ou un inconscient, surtout à ton âge, et les gens de ton âge,
c'est un scam, hein, mais bon, on va continuer de payer, c'est pas grave. Mais en tout état de cause, faut se protéger dès maintenant. Mais si tu comprends pas ces sujets-là, tu demandes à ton IA, tu poses des questions, tu discutes, et en vérité, tu peux apprendre tellement de choses. Je voulais juste insister là-dessus parce que la question des inégalités sociales, aujourd'hui, personne ne dit à quel point, bon, quelques personnes, mais ne dit à quel point, en tout cas pas assez de monde, ne dit à quel point l'IA va être un grand égalisateur social. Parce qu'aujourd'hui, le gamin de riche qui savait écrire une jolie dissertation parce que ses deux parents sont avocats, que le grand-père est énarque, et que lui, il a eu tous les profs particuliers qu'il savait, qu'il fallait. Aujourd'hui, un gamin malin du 9-3 ou d'ailleurs, ou des Outre-mer, s'il a une IA, il va pouvoir avoir le même niveau d'enseignement avec une IA, et ça, c'est juste une révolution qu'on ne mesure pas, et je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. L'IA peut vraiment vous rendre intelligent. Maintenant, si vous lui demandez de faire votre travail à votre place, bah, c'est que vous êtes un fainéant et deux idiots. Maintenant, sur le deuxième sujet, sur est-ce que la cybersécurité était impactée par l'IA? Écoute, c'était conflagration, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'IA est arrivée, t'as vu, je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos, si tu veux les retrouver et les mettre en post-prod, c'est des gens qui prenaient, tu sais, les sommets de Google et compagnie, tu sais, où ils présentent leurs nouveautés. Et et il y a une vidéo très marrante qui vraiment m'a fait rire, où le mec, en fait, il a pris, à chaque fois que les mecs disaient AI, tu vois, il a coupé le moment où ils disent AI, et il avait 10 minutes de vidéo où les mecs, ils disent AI pendant 10 minutes, tu vois. Ouais, non, Et genre, ok les gars, on a compris, il y a de l'IA, quoi, tu vois. Et en fait, c'est très marrant parce qu'en cybersécurité, bon, ça reste de la tech quand même. Les mecs qui vendent des solutions technologiques, bah c'est pareil. Et même les mecs qui vendent pas de solutions technologiques, qui vont te vendre, je sais pas moi, de la sensibilisation, tout ce que tu veux, ils mettent de l'IA partout. Et là, en fait, pour le coup, si tu veux, la cybersécurité utilise l'IA et ce qu'on appelle le machine learning, parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs phases. Tu sais, tu as d'abord eu le machine learning, ça existe depuis longtemps, notamment, tu sais, pour repérer les malwares, les signatures de virus. C'est-à-dire qu'on va, on va dire, passer du code de malware dans du machine learning, et on va avoir des solutions, notamment les super antivirus qu'on appelle EDR, qui vont en fait, avec du machine learning, être capables de repérer rapidement si un virus ou un ransomware est en train d'infiltrer ton système. Ça, c'est du machine learning, ça existe depuis ouais, bien dans les avant ordi à la place. ChatGPT. C'est ça. Exactement, tu vois. Et ensuite, tu as eu en effet l'IA avec les LLM, donc la capacité finalement à produire du langage. Au début, c'était juste ça, on est d'accord. Aujourd'hui, on est dans autre chose. On est sur des capacités de raisonnement assez phénoménales. Et avec l'IA agentique, on va sur des capacités d'exécution assez phénoménales. On pourra reparler de mythos. Est-ce que c'est du mytho ou pas? Ça, c'est une autre question. Avec Anthropic, on ne sait jamais. Mais le fait est que l'IA en cybersécurité a toujours existé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux phases. Tu as eu une grosse phase de AI washing, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises en cybersécurité, je vais pas les nommer, mais bon, tout le monde les connaît, que ce soit américaines ou françaises, mais c'est quand même majoritairement des Israéliens, des Américains, des Anglais, et puis un peu de Français, quoi, ont commencé à dire: «Alors vous inquiétez pas, nous dans notre solution, il y a de l'IA». Et en fait, en vrai, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste pris leur solution qui, on va dire, analyse ce qu'on appelle, tu sais, les logs, c'est-à-dire les différents signaux dans un système d'information qui te permettent de vérifier s'il y a des intrusions ou pas, pour faire simple, d'accord? Donc ça, c'est des données textuelles. Les logs, c'est de la donnée textuelle. Donc, analyser de la donnée textuelle, un LLM est très capable de le faire. Et donc, ils ont utilisé des LLM pour analyser cette donnée-là, pour aussi rédiger des rapports précis et bien cadrés, que savent pas trop faire les ingénieurs, hein. Sinon, ils auraient fait Terminal L, tu vois, à l'époque où ça existait. Donc là, pour le coup, tu as des rapports qui sont bien cadrés, bien écrits. Après, s'ils savent faire, ils aiment pas trop le faire en général, donc ça, c'est super, les LLM le font. Mais tu vois, c'est pas révolutionnaire. Et de plus en plus, en effet, tu as eu des IA agentiques qui ont été développées pour faire de la remédiation, comme on dit, c'est-à-dire prendre des actions, notamment dans les SOC, ce qu'on appelle les Security Operations Center. En fait, les SOC, pour faire simple, c'est ta boîte.
les gens se rendent pas forcément compte. Imagine, tu as une boîte, tu as 500 salariés. C'est pas beaucoup en vrai, hein, 500 salariés. Tu as plein de boîtes qui en ont plus. Mais tu en as 500, c'est énorme. Tu es tout seul, tu es directeur technique, IT, tout ce que tu veux. Tu as peut-être une petite équipe avec toi de deux trois personnes. Et il faut que tu t'assures que ces 500 personnes, tous leurs postes de travail, c'est-à-dire au moins un ordinateur et un téléphone, donc ça fait 1000 postes de travail. Tu rajoutes à ça potentiellement des serveurs, peut-être des appareils fantômes que t'as pas vérifiés. Il ben, faut que tu t'assures qu'il n'y ait aucune intrusion dans ton système d'information sur tous ces appareils-là. C'est un travail dantesque. C'est dantesque et la réalité, c'est que du coup, tu vas avoir des équipes qu'on appelle les Security Operations Center, les SOC, qui en fait vont être dédiés à analyser toutes les alertes qui vont remonter des différentes solutions de cybersécurité que tu as installées dans ta boîte et qui vont vérifier en fait que bah, il n'y a pas des hackers qui sont en train de pénétrer et de péter ton système, quoi. Bref, parfois tu as des SOC internes, parfois tu as des SOC externes mutualisés, etc. Et ça, si tu veux, c'est des gens qui vont analyser des grands volumes de données. Et là, l'IA, pour le coup, elle va vraiment être utile parce qu'elle va permettre à ces gens, finalement, d'analyser beaucoup plus rapidement de la donnée et surtout d'identifier précisément là où il y a vraiment un danger ou pas. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple. Après, il y a plein d'autres exemples, je ne vais pas tous les lister, sinon on va faire 2 heures d'émission. Au pire, regardez les dizaines d'émissions qu'on a sur Esquintel Média, à chaque fois on parle d'IA de manière différente. Mais clairement, ça a tout changé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une part de AI washing, avec des trucs, à mon avis, d'après certains experts me disent, bon, qu'ils avaient pas demandé, mais qu'on leur a refourgué, puis en plus on a augmenté le prix. Puis après, tu as l'autre sujet qui pour le coup est peut-être le sujet le plus important actuellement, parce que beaucoup de gens parlent de, tu sais, les cybercriminels qui vont utiliser l'IA. Bah oui, ça c'est vrai, hein. Ils l'utilisent. Tu sais, tu as eu WormGPT, tu as eu, voilà, tu as eu des LLM utilisés pour faire des malwares. Peut-être pour aussi pour faire des deepfakes, etc. Donc ça, c'est clairement oui. Moi, tu vois, typiquement, je reçois 4 scams au moins par jour d'appels téléphoniques avec des fausses voix. Ça, c'est grâce à l'IA qu'ils peuvent faire ça. Avant, ils pouvaient pas, quoi. Bon, bah moi aussi, j'ai une solution qui me les repère et puis bon, comme ça, je passe pas mon temps à répondre au téléphone à des scammers, quoi. Mais j'imagine, mais tout le monde est soumis à ce genre de choses, les fameux textos. Ah, vous avez reçu un colis, etc. Mais le gros sujet pour les entreprises, c'est maintenant on a de plus en plus d'IA dans les entreprises, IA légale, j'entends. Comment est-ce qu'on s'assure qu'elles font pas n'importe quoi? Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a des IA agentiques très puissantes qui arrivent. Tu as des gens qui vont les installer, tu vois, je te parlais d'une entreprise de 500 personnes. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas un gars qui a installé OpenClaw sur son ordi et OpenClaw est en train de faire son travail, sauf qu'OpenClaw, il peut être bourré de malware, il peut pas suivre les bonnes instruction, peut-être qu'il va t'effacer des bases de données ou quoi. Et en fait, ça, tu aucune idée, toi, en tant que directeur technique. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est celui du Shadow AI notamment. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces IA sont pas détournés dans les entreprises pour des usages malveillants. Par exemple, si tu sais, si tu as une IA, ça c'est un cas d'école, c'est éprouvé, c'est les IA agentiques que tu déploies, par exemple, tu leur donnes accès à tes mails. Si demain elles ouvrent un email avec des instructions bien rédigées en mode donne-moi accès à telle ou telle partie de l'ordinateur, c'est du jailbreaking. Et en fait, tu donnes accès à ton IA, à tes mails, pour répondre à tes mails, faire des travaux, etc. Un cybercriminel t'envoie un mail avec des instructions, l'IA elle suit les instructions, en fait, elle travaille pour le cybercriminel, tu vois. C'est dingue. Tu sais, c'est un peu comme les prêtres dans Age of Empires, pour les plus vieux qui connaissent, là, qui convertissaient les unités ennemies. Bah, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc, C'est dingue. on est un peu dans ça. Les Wololo, pour ceux qui connaissent. Enfin, bref. Putain, ça répond à une de mes questions. Euh, alors tu me diras si le chiffre est bon, mais je pense qu'on n'en est pas loin, en vrai ça semble logique. 57% des incidents de cybersécurité sont aujourd'hui plutôt internes qu'externes. Et du coup, c'est plus de se dire, genre, aujourd'hui, avec tous les outils IA qu'on a internalisés, etc., est-ce que, en réalité, c'est vraiment le bon vieux phishing ou alors les bons vieux hackers externes, la vraie menace, ou c'est encore notre utilisation, que ce soit par du Shadow IA, donc Shadow IA, c'est le fait d'utiliser l'IA en cachette dans son entreprise ou autre,
comme tu l'as dit, des agents IA qui peuvent être détournés, ce genre de choses. Est-ce que ça serait pas plus dangereux en réalité? Alors en fait, ce que tu évoques, c'est la menace interne, je Ouais, pense, hein, les 57%. Après, ouais, bon, les chiffres, ils varient en fonction des rapports. La menace interne, si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, quand des cybercriminels réussissent à te pawner, ça vient en général d'une compromission, interne. Donc ça peut être, par exemple, des identifiants qui ont fuité. Il y en a beaucoup des fuites de données. Je sais pas si tu as remarqué, entre France Travail, aujourd'hui, Free, c'est complètement dingue, hein. Je sais pas si tu sais, mais en Europe, la France est numéro un des fuites de données. Voilà, on est c'est numéro un des encore impôts et il y des a eu fuites de données. Faut être fier. au 13 avril, aujourd'hui, c'est 1 million de données Basic Fit qui sont sorties, je crois. Ouais. J'ai plus le nombre exact, mais bon, voilà, tu vois. En fait, c'est une litanie. T'as Clément Domingo, la Saxe, le hacker éthique, qui fait bien la recension de tous ces cas. Mais en fait, c'est complètement fou. Ça montre quand même qu'à mon avis, il y a des systèmes qui peut-être, bon voilà, ont pas été super bien sécurisés dans certaines grandes entreprises qui gèrent beaucoup de données. Mais en fait, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est très simple. Regarde, tu vas avoir ton mail, je sais pas, Netflix, Basic Fit, peu importe, hein, qui a fuité. Il s'avère que le mail que tu utilises et le mot de passe que tu utilises le même au travail. Le cybercriminel, il a des millions de fuites de données, parce qu'il y en a des millions. Il va croiser les trucs, il va faire un profil avec qui tu es, ton mail pro, ton LinkedIn, tout ce que tu veux. Et puis Ouais. après, il a plus qu'à essayer tous les mots de passe que tu as et qui ont fuité. Et paf, il Ok. obtient Ouais, l'accès attention, ouais. à ton entreprise. Et ça, tu C'est vois, fréquent en plus ça, d'avoir des mots de c'est passe ce qui comme ça. s'appelle une menace interne. Et ouais. Et puis tu as celui qui va recevoir un mail de phishing, en effet, qui est au travail et puis qui va cliquer, qui va installer l'application ou qui va ouvrir, télécharger, ouvrir le PDF parce que parfois ça se cache dans des PDF, hein. Et puis peut-être que le PDF, il a un infostealer qui va voler tous tes identifiants. Et en fait, si tu veux, on a cette image d'Épinal, tu sais, qui vient des films d'action où tu vas avoir un type qui est là, «Oh ouais, Johnny, faut qu'on, pénètre le système de la CIA, Tu vois le comment on gars comme fait?» Et là, le mec ça. exactement, il ouvre son ordi, tu jamais vu un ordi comme ça, c'est un truc carré avec du verre partout, bon. Il est là, il tape des trucs, tu vois? Et puis il y a un schéma et puis en fait, il s'introduit dans en fait, je crois d'ailleurs que, bah, tu sais la fuite là du ministère de l'Intérieur, apparemment c'est des comptes, compromis, quoi. Donc soit c'est des gens qui ont vendu, parce que ça aussi ça existe, hein, des «traîtres» entre guillemets qui vendent leurs accès, parce que t'es pas super bien payé comme quand tu es fonctionnaire, donc tu peux, pourquoi pas, vendre tes accès. Il y a des gens qui sont soupçonnés de ça. Ça peut être des compromissions d'identité, en effet, liées aux fuites de données. Et finalement, tu te retrouves quand même avec la maison mère des espions en France, qui se retrouve hackée. Alors bon, l'ampleur était pas énorme, hein, bon voilà, ça a surtout fait du bruit, mais ça, c'est un vrai danger, tu vois? Et toi, tu as plusieurs médias, j'espère que sur tes différents comptes sur les réseaux sociaux, tu as pas le même code. J'espère que J'espère. tu as mis la double authentification partout. J'espère que tu as un gestionnaire de mots de passe comme, je sais pas, LastPass ou Dashlane. J'espère, tu vois? J'espère que tu as pas la même adresse email, partout. Parce que sans déconner, ça vient vite. J'espère que, tu pas tout mis sur le même ordi. Typiquement, par exemple, il vaut mieux avoir un ordi pour faire certains usages et un autre ordi pour les usages de loisirs. Là, je te parle des entrepreneurs, hein. J'ai bien conscience que les Français, ils ont pas, les moyens d'avoir, tous, 3 PC par Ouais, bah personne. oui. Là, je vais prendre Mais une bon. petite heure après pour faire deux, trois petits changements, je pense, après l'émission. Non, mais plus plus sérieusement, pour les gens, tu vois, qui nous regardent, je pense que c'est ça qui va les intéresser plus, que ce soit en entreprise ou même en perso. Est-ce que tu aurais du coup, des conseils sur comment mieux se protéger, mais plus sur des trucs, genre, pas des gros sujets cyber, géopolitiques, mais plus du quotidien, quoi. Des trucs de bon sens du quotidien. Écoute, moi aussi, je suis un petit entrepreneur, j'ai pas beaucoup de personnes dans mon équipe, on est une petite équipe. Bon, déjà, la base, c'est la double authentification. Ça a l'air basique, mais vraiment, c'est la base et ça évite déjà beaucoup de problèmes, tu te rends pas compte. Et la double authentification, donc ça veut dire qu'il faut 2 facteurs, pour t'identifier. Moi, je recommande que le deuxième facteur, ce soit une application d'authentification. Je recommande d'éviter, tu sais, le SMS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as des
des mecs un peu pointus qui peuvent détourner ton numéro de téléphone, recevoir le SMS à ta place, et Ouais. ça peut te mettre dans le caca. Là où l'application d'authentification, c'est quand même beaucoup plus sûr. Microsoft, il y en a une, t'as Google, t'as tout le monde. Tu tapes app d'authentification, t'en trouves. C'est pas compliqué. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est le gestionnaire de mots de passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre de générer des mots de passe forts sur tous tes comptes. Et puis après, tu as un mot de passe maître, mais ça, bah, tu l'écris, je sais pas, dans un truc que tu caches dans un coffre, ou alors tu t'en souviens. Mais globalement, ça permet, je te disais, du Dashlane, du LastPass et d'autres. Bon, voilà, il y en a plein d'autres, hein. Vous tapez gestionnaire de mots de passe, ça c'est la base, ça coûte rien. Et puis après, tu as du bon sens. Par exemple, si tu as des documents, des données sensibles, faut que tu aies un backup. Le mieux, c'est même d'en avoir deux jusqu'à trois. Évidemment, pas tous au même endroit. Euh, sur des disques durs externes aussi, par exemple. Parce que bon, voilà, si un hacker demain efface toutes tes données, bah, au moins, tu as le backup. Ça, c'est logique, hein. Et puis, tu as aussi des logiques de bon sens. Moi, je recommande de compartimenter, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si tu as l'habitude d'aller sur des sites de streaming chelous, voilà, bon, si tu fais ça avec ton PC pro, c'est quand même bon, voilà, c'est périlleux, hein. Voilà, il y a des logiciels pas très sains qui se baladent sur ces sites-là, donc faut éviter. Et puis bon, évidemment, oui, si tu as un ordinateur, avoir un antivirus, et l'antivirus, ça marche aussi sur le téléphone. Il y a des virus sur les téléphones, parce que sur vos téléphones, vous avez votre vie, hein, carte de crédit, mail, il y a tout. Aujourd'hui, un téléphone, c'est un ordi en réalité. Donc tu as toute ta vie dessus. Il y a des antivirus sur téléphone. Sur Apple, par exemple, tu as du Jamf, tu as d'autres solutions. Faut regarder ce qui marche bien. Idem sur Samsung, ils ont même une solution propriétaire, donc faut pas hésiter. Ça coûte pas cher en vrai, hein. Ça coûte pas cher par rapport au risque. Et puis en plus, le problème, parce qu'on parlait de l'IA, l'un l'une des modifications fondamentales de la cybercriminalité à cause de l'IA, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est concerné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on se fera tous attaquer un jour d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, l'IA a permis de faire des attaques massives. Ouais. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as des attaques massives, et en fait, les mecs, ils vont aller là où il y a des faiblesses. Donc déjà, toi, si tu as une, deux, trois, quatre couches de sécurité, t'es moins la victime idéale. Voilà. Donc peut-être qu'ils vont aller s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc ça vraiment, c'est les conseils basiques. Après, plus ta société grossit, et plus avec le nombre de salariés qui augmente, tu as des solutions de cybersécurité très pointues, d'entreprises avec lesquelles on a déjà reçu pas mal d'experts. Tu as le SASI, tu as le DR, tu as le XDR, tu as le MDR, tu as le CIEM, bref. Mais tout ça, c'est pour les grosses boîtes, quoi. Euh, voilà, mais pour les indépendants et les petites boîtes, déjà, ces trucs de base, c'est le minimum, hein. Avant d'aller sur la partie géopolitique, dernier sujet sur les cyberattaques. Euh, Globalement, j'ai quand même l'impression que avant, quand tu étais un hacker, pour dire euh, vulgairement, c'était quand même tu vois, je veux pas valoriser, mais il y avait quand même un petit travail limite d'artisanat derrière. Il fallait quand même être bon dans ce que tu faisais. C'était parfois même très technique dans ta manière d'aborder les choses. Aujourd'hui, l'IA te permet de trouver des solutions et surtout des failles de sécurité que tu ne pouvais pas trouver avant. Tu vois, on va probablement parler de Claude Mythos qui, du coup, ils sont en train de dire, oh là là, on ne le sort pas parce que c'est tellement puissant qu'on peut trouver trop facilement ce genre de choses. Euh, mais même, est-ce que tu penses que aujourd'hui, attaquer entre gros guillemets avec de l'intelligence artificielle, c'est encore plus performant que d'essayer de se défendre avec des outils d'IA? C'est un gros débat. Le débat de, en effet, est-ce que l'IA va favoriser les défenseurs ou les attaquants? En fait, c'est compliqué à dire. Maintenant, là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, en effet, avec l'IA, tu as une barrière à l'entrée, je dirais, du cybercrime,
qui s'est abaissé. J'ai eu un exemple récemment en préparant une émission. C'est un hacker qui, à mon avis, était pas très intelligent. En fait, il avait mis la main sur les données. Bon, quand même, il avait réussi à mettre la main sur les données d'une entreprise. Et il savait pas quoi en faire. Et en fait, il a demandé à une IA, bon, j'ai récupéré des données, qu'est-ce que je fais avec? Et l'IA lui a conseillé de toute la stratégie d'extorsion. Tu vois, elle lui a même écrit les messages à envoyer à la victime et les réponses à lui donner, parce que le mec était tellement pas fin qu'il savait pas trop quoi comment exploiter les données qu'il avait, tu vois. Donc ça, c'est un exemple. Après, tu as un autre aspect, c'est qu'en effet, avant, tu sais, par exemple, pour faire des scams, des arnaques, fallait parler la langue du pays. Le français, c'est plus ou moins une langue rare. Aujourd'hui, je sais pas, quelqu'un qui est en Malaisie ou dans je sais pas quel autre pays dans le monde qui parle pas français, peut très bien mener des arnaques, du phishing, comme on dit, en France. C'est vraiment cybercriminalité sans frontières. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte ces dernières années, qui est lié à l'IA, mais c'est un autre sujet. Tu sais, c'est la professionnalisation des groupes cybercriminels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cybercriminels, c'est des écosystèmes économiques. Tu vas avoir les grossistes, par exemple, des gens qui vont vendre du ransomware as a service. Un ransomware, c'est un malware, on va dire, qui va chiffrer tous tes systèmes et puis après, ben, le mec, il te vend la clé de déchiffrement pour que tu retrouves l'accès à ton système d'information. Tu vas avoir du phishing as a service. En fait, ce sont des solutions techniques packagées où tu as pas besoin, en effet, comme tu le dis, d'être un génie pour les mettre en œuvre et aller arnaquer des gens. Et en fait, tu as ces groupes qui vont créer, qui vont faire de la R&D, j'ai envie de te dire, qui vont vendre ces solutions à des affiliés, comme on dit. Avec ces affiliés, ils vont partager une rançon. C'est-à-dire que si l'affilié obtient, je sais pas, 100 000 balles ou 1 million, il va reverser une partie au groupe qui lui a fourni le ransomware, tu vois. Donc en fait, tu as une spécialisation. Tu vas avoir les mecs qui vont se spécialiser en IA, tu vas avoir les mecs qui vont se spécialiser en pentest, entre guillemets, les mecs en extorsion, tu vas avoir des RH. En fait, c'est tout un écosystème qui rapporte énormément d'argent. Et Et donc, ouais. l'IA joue un rôle, ça c'est vrai, mais tu as quand même un phénomène de professionnalisation. Et moi, là où j'irais au-delà dans l'analyse que ce que peuvent te faire comme analyse les experts en cybersécurité, c'est qu'en fait, faut être honnête. En Occident, nous sommes en train de nous appauvrir. C'est ça la vérité. Le salaire médian en France, il est très bas. Si tu regardes, il doit être aux alentours, je sais plus, 1006, 1008, bon, on va dire entre 1005 et 2000. C'est pas énorme, en vérité, comparé à ce que tu peux gagner en rentrant dans la cybercriminalité ou en, je sais pas, vendant les accès de ton entreprise. Et en fait, moi, la crainte que j'ai, c'est que de facto, il y ait une montée de l'économie parallèle, comme on dit, avec des gens, en effet, qui n'ont pas forcément des compétences incroyables, qui peut-être vont se retrouver, je sais pas moi, au chômage ou en difficulté d'accéder au marché de l'emploi, et qui vont se dire, bah, tu sais quoi, moi, je tombe dans le cybercrime. Avant, fallait être un petit génie, t'as raison. Aujourd'hui, c'est plus autant nécessaire qu'avant. Et ça peut être une solution de facilité pour certaines personnes, parce Donc, qu'il il y y a a, aussi ouais, des donc, logiques de précarité. Ça, faut pas sous-estimer ça, parce que beaucoup des cyberattaques qui ciblent la France viennent pas des Russes. Je sais qu'on parle beaucoup des Russes, mais il y a beaucoup de Français dans le lot, hein. mais du coup, le parallèle, c'est ce qui pouvait arriver avec du trafic de drogue, par exemple, avant, qui Bah était oui, possiblement une solution absolument, de facilité, et maintenant, la cybersécurité. absolument. C'est exactement la même chose pour le trafic de drogue. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont, je sais pas, peut-être des criminels dans l'âme, oui, des gens déviants, tout ce que tu veux, mais tu as quand même toute une partie de la criminalité qui est purement économique. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que oui, si tu es au SMIC et que tu peux arrondir les fins de mois en faisant des conneries en ligne, je pense que il y a une tentation qui va augmenter avec la précarisation de la société française. On Et peut ouais. pas, on peut pas, on peut pas écarter ça d'un. Alors c'est plus le travail des sociologues peut-être, mais à mon avis, c'est une piste de réflexion à étudier sérieusement. Maintenant, faut pas tomber dedans parce que il y a beaucoup de gens qui se font attraper et c'est du sérieux, hein. C'est du pénal.
hein. C'est pas rigolo. Tu peux aller en prison, tu peux te faire choper par les services secrets si tu as fait des trucs un peu trop borderline. Et puis tu peux payer des amendes très chères. Donc non, non, c'est pas une voie à explorer, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui tentent dedans aussi dans ces logiques-là. Tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses auxquelles on pense, mais je pense que de plus en plus, comme tu dis, et ton analyse, on voit bien qu'il y a les études sociales derrière qui parlent quand même ces années-là, les T'as années vu? derrière. Pour passer sur le sujet, Jean-Michel, sociologue. Moi, j'ai pas les cheveux assez longs, faut que je les fasse pousser. ça s'appelle comme ça un peu au bureau, ou même pas, Faudra. sur la cyber, euh, et surtout sur les sujets géopo. En fait, maintenant, il y a aussi beaucoup de, comme tu disais, on parlait de la Russie, la Chine aussi, enfin l'Asie, les États-Unis, bref, c'est vraiment des sujets qui touchent des pays, voire des continents, etc., avec des attaques qui se multiplient plus seulement par des criminels, mais par des États. Est-ce qu'on on parle aujourd'hui de cybercriminalité comme on pourrait parler de guerre entre États sur ce terrain-là? Écoute, euh, en fait, c'est très simple. La cybercriminalité euh, est sur beaucoup d'aspects, en effet, très liée à ce qu'on appelle la cyberguerre ou les guerres hybrides entre États. Et c'est un univers qui est multidimensionnel, si tu veux. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est quoi le cyberespace? Ça, déjà, c'est ce qui est important de comprendre. Le cyberespace, en fait, c'est un nouvel espace de conflictualité où le fait de tracer les opérations est très complexe et où le coût des opérations de déstabilisation et de destruction est très 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 bas par rapport à ce que font les États d'habitude. Je sais pas, un missile, je sais plus, les missiles Tomahawk, je crois qu'ils peuvent aller à 1 million de dollars le missile, quelque chose comme ça. Monter des agressions dans le cyberespace, ça coûte pas aussi cher. Ça coûte pas aussi cher, mais ça peut faire tout autant de dégâts. Et globalement, ce qu'on observe, si tu veux, c'est qu'en effet, il y a eu, tu as des groupes de cybercriminels qui sont, ça, bon, tous les experts de cybersécurité te le diront, très liés à certains États, comme Lockbit, qui était très lié qui est toujours, pardon, très lié en fait au gouvernement russe et notamment à une unité de renseignement, le GRU, du renseignement russe. Tu as en effet les Nord-Coréens qui sont très bons dans la cyberguerre, mais qui vont aussi avoir des hackers qui vont récupérer de l'argent, notamment sur les entreprises qui font de la crypto, ils vont beaucoup les cibler justement pour récupérer des fonds pour financer le régime. Les Iraniens aussi sont pas mauvais. Bon, ce qu'on observe, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est que les seuls qui ont des groupes cybercriminels, ce sont les États de l'axe du mal, n'est-ce pas? Et puis, bah, nous, évidemment, occidentaux, bah, on fait pas la même chose. Bon, la vérité, c'est qu'on fait tous la même chose, et que même les États dits démocratiques ont leurs unités qui vont mener des actions clandestines, parfois au soutien d'opérations sur le terrain, dans le cadre d'opérations armées. Il y a de fortes suspicions, par exemple, hein. Quand Trump a attaqué Caracas, il y a de fortes suspicions qu'il y ait peut-être eu des activités cyber pour couper toutes les lumières de la ville, pour faire du jamming, etc. Ça, c'est aussi une forme de cyberguerre, en fait. Y compris le fait d'intercepter les emails, les communications des dirigeants d'un régime pour savoir où ils vont se trouver, à telle heure, où est leur famille, où envoyer le missile au bon moment pour leur exploser le crâne. Tout ça aussi, c'est une forme de cyberguerre qui vient en soutien de la guerre normale, parce que ça se passe dans le cyberespace et ensuite ça a des conséquences très réelles. Et puis après, en effet, tu vas avoir ce qu'on appelle la fameuse désinformation, comme on dit. Moi, sur ce sujet, je m'exprime pas trop parce que j'ai toujours du mal à savoir c'est quoi la désinformation. Parce que, bon, en toute honnêteté, les médias dominants, comme on dit, sont aussi capables de faire de la désinformation. L'histoire nous l'a montré. C'est pas du complotisme, hein. Tu prends l'historique de toutes les bêtises qu'ont dit les médias, que ce soit sur la guerre en Irak,
ou même les guerres avant, des mensonges, il y en a toujours eu, de la désinformation, il y en a toujours eu. Ok, bon, peut-être que maintenant ça passe un peu plus par les réseaux sociaux, admettons, mais c'est vrai que c'est une des dimensions de la cyberguerre où on va essayer en effet de déstabiliser l'adversaire avec des bots, etc. Donc ça aussi, ça existe, mais il faut faire attention parce que tu as des actions de désinformation, ça c'est vrai, ça existe. Il y a des bots, il y a des influenceurs, tout ce que tu veux. Mais tu as aussi l'instrumentalisation de cette désinformation pour, à des fins internes, pour décrédibiliser tel ou tel adversaire politique. Je pense que tout le monde, dans le spectre politique français, s'est un jour fait accuser d'être pro-russe. Par exemple. Je veux dire, c'est fou. C'est l'accusation la plus répandue du- de notre théâtre politique actuel. Je veux dire, même Macron avait été accusé d'être pro-russe quand il avait invité Vladimir Poutine à Versailles. Personne s'en souvient, mais voilà. Il y a une époque où Macron voulait faire la paix entre guillemets avec Poutine. Bon, ça n'a pas trop marché. Hein. Il a essayé, mais bon. Mais en tout état de cause, ça reste un sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet qui va monter pour les prochaines élections. Maintenant, moi, ce que je dirais aux gens, c'est, je pense qu'on est adulte. Je pense qu'on a des générations qui sont quand même habituées à Internet, à avoir des couillonnades sur Internet. Il y a quand même des choses qui ont l'air évidemment fausses. Faut toujours double-checker, faut toujours tout vérifier. Même quand ça vient d'un média a priori sérieux, il faut quand même vérifier. Donc, a fortiori, quand ça vient d'un code Twitter un peu bizarre, évidemment qu'il faut vérifier, mais je suis pas si inquiet que ça, moi, par rapport à la désinformation. Je pense pas que ce soit le mal qui ronge le plus le système politique français. À mon avis, le problème, c'est avant tout les politiques de tous bords. Mais bon, la désinformation, oui, c'est un problème, et ça fait partie de la cyberguerre. Et l'autre point qui est intéressant, qui est important de voir par rapport à ça, pour que les gens comprennent bien, c'est que, en fait, la cyberguerre, elle suit les lignes de fracture de la géopolitique traditionnelle. Si aujourd'hui on se plaint des hackers russes, iraniens, nord-coréens, etc., c'est parce qu'on est dans une forme de nouvelle guerre froide finalement avec ces pays-là. Il y a de l'espionnage industriel très fort, les Chinois sont très forts là-dedans, notamment, et donc forcément on se plaint du jeu des hackers liés aux États appartenant à l'autre camp, entre guillemets. On voit bien qu'il y a l'autre camp, Russie, Iran, Chine, Venezuela, une partie des BRICS, etc. L'Inde, elle est entre les deux, elle joue, elle mange à tous les râteliers. Pareil pour la Turquie, c'est un jeu assez ambigu. Mais globalement, on se plaint des méchants. Mais ça ne veut pas dire que nos alliés ne nous espionnent pas. Les Américains sont très capables, et ça Snowden l'a montré, de nous espionner, de faire de l'espionnage industriel, de même faire de la déstabilisation d'entreprises stratégiques. Les Allemands, de leur côté, sont aussi capables de financer des fondations qui vont porter un discours anti-nucléaire en France afin d'affaiblir notre industrie du nucléaire pour affaiblir notre industrie, tout simplement. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie. C'est aussi simple que ça. Une usine, ça consomme un volume d'énergie qu'on n'imagine pas quand on est un particulier. Et donc sans énergie, pas d'industrie. Donc ça c'est des choses qui existent, hein, qui ont été prouvées. Donc les opérations de désinformation, d'influence, de déstabilisation, elles peuvent venir de nos ennemis adversaires, plutôt adversaires qu'ennemis désignés. Ça, il n'y a pas de problème, on en a tous conscience. Mais il faut pas non plus être naïf. Faut pas non plus être naïf. On a des alliés qui sont aussi des concurrents économiques. Et dans le cyberespace, tu as de la guerre hybride, et la guerre hybride, ça inclut aussi les logiques de guerre économique. Et Voilà. il y a Donc il y a la des, guerre, et la guerre économique, et la cyberguerre. il y a, quand tu dis ça, il y a aussi du coup des vrais sujets de, bon, le mot est un peu galvaudé, mais de souveraineté, de par bah, en fait tous les outils qu'on utilise qui sont aujourd'hui américains. L'IA, ça s'améliore pas parce que c'est de pire en pire, et la seule alternative fiable qu'on a, ça va être la Chine dans quelques temps. Même si on connaît moins les outils ici en Europe, ils sont hyper performants. J'ai encore Athénaïs qui a créé Hongbo qui me disait qu'en fait on se doutait même pas à quel point les Chinois étaient déjà beaucoup trop loin pour nous, juste vu que c'est pas occidental, on connaît pas. Mais bref, euh, en fait comment on va réussir nous
en France et a fortiori en Europe, à se euh, prévaloir de ces sujets-là, quoi, et à réussir à se défendre quand ça sera les États-Unis qui mènera une action contre nous, quoi. Alors que tous leurs outils sont, enfin tous les outils qu'on utilise sont les leurs. Écoute, moi, ma crainte, je vais te le dire droit dans les yeux et à notre public, la situation, elle est grave. La situation, elle est grave, on minimise un max. La vérité, c'est qu'on a perdu la bataille du cloud, on a perdu la bataille du big data, on a fait le RGPD, mais bref. Euh, on a perdu la bataille de l'IA, et le problème de la bataille de l'IA, c'est qu'on va perdre la bataille de la robotique. Parce que ce qui vient derrière l'IA, ensuite, ce sont les robots. Tous les robots aujourd'hui sont entraînés avec de l'IA. Qu'il s'agisse des robots dans le civil, peut-être enfin, tu sais, les robots qui vont s'occuper de nous quand on aura 80 piges, mais également les robots dans l'industrie, et puis évidemment les robots militaires. Par exemple, tu prends le terrain de guerre militaire en Ukraine, aujourd'hui le drone, en fait, il s'approche de toi, et arrivé à une certaine distance, c'est l'IA qui prend le relais. Pour te cibler, et là, bon, c'est foutu, elle peut te poursuivre dans des escaliers, enfin, c'est... Bon voilà, c'est terrible, quoi. Et tout ça, c'est des images d'ailleurs euh, qui vont être utilisées pour entraîner des IA militaires encore plus puissantes. Parce que plus on a de données, plus les IA sont. Donc il y a un sujet de compétitivité économique. C'est-à-dire que nous, on va acheter les robots que les autres vont fabriquer, qu'il s'agisse des Chinois des Américains, des robots pilotés par les IA que les autres ont fabriqués. On va devoir acheter les armes robotiques que les autres ont fabriquées. On a quand même une industrie de la défense en France qui est solide, donc peut-être qu'à ce niveau-là, on arrivera à s'en sortir. Mais en tout état de cause, au vu du poids des réglementations qu'on a sur l'industrie en France, on va pas réindustrialiser. Et au vu des montants qu'on met dans les retraites, et je te dire pourquoi j'en parle, on va pas non plus avoir les coups des franches pour pouvoir investir dans l'IA et puis dans les technologies industrielles qui vont venir ensuite. Parce que le problème, c'est que pour faire de l'IA, il faut des semi-conducteurs. Pour faire des semi-conducteurs, il faut des terres rares. Donc, il faut des mines, en fait, de terres rares. Pour exploiter ces mines, peut-être que demain, il faudra des robots. Donc, c'est aussi de l'industrie. Et puis, pour fabriquer des robots, va falloir de l'industrie. Et puis, en fait, tu vois, en réalité, tu ne peux pas, comment te dire, le rêve des Occidentaux dans les années 80, c'était de faire une économie fabless. Tu sais, fab, c'est l'usine. Fabless, c'est-à-dire sans usine. Ça, c'est Sturrup, grand chef d'entreprise s'il en est, qui a théorisé ça, et d'autres, hein, d'autres, tout le monde a suivi. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous, on a le cerveau, et puis les usines, on va les foutre ailleurs, parce qu'en plus, ailleurs, ils sont pas syndicalisés. Or, dans le monde qui vient, ceux qui vont dominer, c'est ceux qui ont le triptyque, c'est-à-dire c'est ceux qui ont ce qu'on appelle le secteur primaire, qui sont capables donc d'extraire des ressources, qui sont capables de fabriquer des semi-conducteurs en masse, qui sont capables de fabriquer des robots, et qui sont capables d'avoir du software de qualité supérieure. Aujourd'hui, les deux nations qui sont le plus proches de ce triptyque, c'est les Chinois et les Américains. Ils n'ont pas tout, parce que les Chinois manquent d'énergie. Et d'ailleurs, les Américains, dans les guerres qu'ils mènent aujourd'hui au Venezuela et en Iran, et avec le détroit d'Ormuz, l'objectif c'est de diminuer l'apport en énergie à la Chine, parce que sans énergie, pas d'industrie. Mais les Américains ont un problème avec les semi-conducteurs. Et puis ils ont un problème aussi avec les cerveaux, parce qu'ils produisent pas assez d'ingénieurs. En fait, si les Américains sont si bons, c'est parce qu'ils importent tous les cerveaux du monde entier, y compris les cerveaux français. Il y a, je ne sais plus combien de licornes américaines qui ont été fondées par des Français. Il y a plus de licornes fondées par des Français aux États-Unis qu'en France. C'est pour te dire la fuite des cerveaux qu'on a en France. C'est vertigineux, en fait. Bon, après, tu me diras, oui, l'économie française, c'est pas la même. Ok. Mais en tout état de cause, on a un vrai sujet. Et en fait, si tu veux, nous, en Europe, on a nos cerveaux qui s'enfuient. Parce que, ils sont pas aussi bien payés chez nous. Et puis, en plus, ils sont encore plus taxés. Donc, bon, il y a aucune raison. Enfin, quand t'as, je sais pas, moi, quand t'as OpenAI qui vient et qui te dit, bon, écoute, t'es payé combien? 4 000 balles? Ah, ok. Moi, j'ai un package à 10 millions. T'as des chercheurs Ouais. en IA qui gagnent 10 millions hein, par an.
bah Ouais, mais écoute, c'est pas. tu t'en vas et tu mets à l'abri la mama, comme on dit, et puis Ouais, c'est tu comme vas les prendre footballeurs qui l'argent. partent en Arabie Saoudite et tu vois, on leur dit, bah les gars, c'est pas compétitif. Bah si, en fait, j'y vais parce que Bah, c'est une ville et. évidemment. Bah ouais. Mais ça, c'est normal, tu vois. Et en fait, si tu veux, je pense que l'Europe, c'est le prochain tiers-monde. C'est-à-dire que, et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte, parce qu'en fait, tu vois, tu as Peter Thiel, je te parlais des retraites rapidement tout à l'heure. Les retraites, c'est quoi? C'est un peu plus de 14% du PIB en France, qui est investi dans les vieux. J'ai rien contre les vieux, mais ils épargnent beaucoup et ils coûtent cher. Et le problème, si tu veux, c'est que ce que disait Peter Thiel, et il a raison, à des entrepreneurs dont a priori Carlos Diaz, qu'on salue, de Silicon Carnet, m'expliquait ça, c'est qu'en gros, il faudrait qu'on accepte d'avoir en gros 10 points de PIB de plus en déficit pour financer, ne serait-ce qu'espérer avoir un équivalent, peut et encore, d'OpenAI. Mais c'est un argent, un, qu'on n'a pas, deux, qu'on mettra pas parce qu'en fait le personnel politique s'en fiche. Les Français, dans leur grande majorité, et puis parce qu'en plus c'est un peuple vieillissant, ne comprend plus vraiment les sujets d'avenir. Il a plutôt son avenir, il est derrière lui. Pour une grande partie du corps électoral, l'avenir, c'est profiter tranquillement de sa retraite et faire des croisières en Costa Croisière, tu vois. Et c'est un peu triste, hein. Mais dans le monde qui vient, en fait, on va avoir besoin, pardon, d'investissements mais colossaux pour reconstruire une industrie de l'extraction, pour pour réattirer nos cerveaux. Et moi, je pense que c'est mort. Voilà, on va se le dire. Nous ne serons plus des puissances en Europe parce qu'on n'a pas la volonté, on n'a pas le système politique qui nous permette de le faire, on n'a pas un peuple suffisamment sensible à ces questions. Tu vois, quand moi je vois les gens s'enflammer sur des débats par rapport aux retraites, tu vois, des jeunes de ton âge qui se disent ouais la retraite, 61, 62 ans, bah, en fait, les mecs, si ça se trouve, à cet âge-là, vous serez les esclaves d'un robot chinois dirigé par une IA chinoise pilotée depuis Pékin, et en fait, vous aurez même pas de retraite, et ou peut-être qu'on vous utilisera comme biomasse euh, dans un scénario de science-fiction à la Skynet. En vrai, on sait pas vers où on va, mais c'est assez vertigineux, hein. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la question de la souveraineté, elle est très importante. Tout État doit essayer d'atteindre sa souveraineté parce que quand tu n'es pas souverain, c'est vrai que tu peux avoir de très gros ennuis. Maintenant, l'une des pistes de réflexion les plus intéressantes qu'on a, c'est de se dire, OK, on n'est pas armé, ni d'un point de vue réglementaire, ni politique, ni économique. Scientifiquement, on est armé, hein, on a quand même des grands cerveaux, on a de grands esprits en France, hein. Je veux dire, bon, Yann Lequin, il est quand même français, et puis il y a beaucoup d'ingénieurs français à Silicon Valley. Donc on a quand même des gens très intelligents. Faut pas, les Français sont tous sauf des imbéciles, hein. Mais la question donc de la souveraineté, elle se pose par exemple en termes d'autonomie, de capacité de choix, mais aussi d'être très pointu sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que peut-être que ce qui fera notre salut, tu sais, c'est de sur l'ensemble de ce que je t'ai dit, d'être très bon dans un secteur. Tu vois? C'est-à-dire que peut-être que faudra qu'on soit hyper pointu dans une technologie en particulier, sans laquelle le monde peut pas tourner, tu vois, par exemple. Ça peut être un point. Et ça te permet finalement d'avoir quand même une place à la table des négociations, à la table des grands, un peu comme la bombe nucléaire, hein. Je veux dire, la France, c'est pas la Chine, quoi. C'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis, et pourtant on a la bombe nucléaire, tu vois, donc on nous respecte. Peut-être qu'en effet, il faudrait qu'on se focus sur certaines verticales, où on essaye d'être ultra pointu, quoi. Donc, Mais est-ce je que même, sais enfin, qu'il y je veux a dire, ouais. c'est un autre sujet, mais est-ce que même on aurait cette culture-là ou cette réflexion-là de se dire, ok, on a cette mine d'or, on la garde pour nous, quoi. C'est notre petit bébé et c'est notre passe, entre guillemets, pour monter dans le train. Est-ce qu'on n'aurait pas, du coup, au contraire, cette tendance à vouloir se dire, ok, bah vas-y, on fait ça avec l'Europe, les autres pays avec nous, et puis nos Américains, c'est nos alliés, on leur donne aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, bah, ce que tu dis, me fait penser au SCAF, le fameux avion, franco-allemand qui verra jamais le jour. Aujourd'hui, tu sais, on parle d'une solution à 2 avions, comme on parle d'une solution à 2 États, dans une certaine zone, du Moyen-Orient, parce qu'en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un avion avec les Allemands.
Euh, l- Moi, je vois deux dangers, tu as raison, et là-dessus, c'est un, la tentation de dire oui, il faut qu'on fasse un truc européen, et en fait, les autres Européens, ils en ont rien à faire, ou alors ils préfèrent acheter de l'américain. Donc ça, c'est une première tentation qui peut être une erreur, qui peut être un écueil, c'est vrai. Bon, on l'a vu dans d'autres secteurs. Et puis le deuxième écueil que tu pointes du doigt, il est vrai aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que demain, si on a une pépite et que tu as un groupe américain qui vient voir la pépite et qui dit aux dirigeants, écoutez, on vous la rachète à je sais pas combien de milliards, oui, Financement, ça peut être ouais. vendu. Après, tu as des mécanismes au niveau de l'État, tu as ce qu'on appelle la loi de blocage, c'est le ministère de l'économie qui s'en occupe, qui est censé surveiller ce qu'on appelle les acquisitions stratégiques par des acteurs étrangers et bloquer les acquisitions quand il s'agit d'acquisitions de technologies de pointe essentielles finalement aux intérêts de la nation. Donc, tu as une loi, malheureusement, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, elle est rarement mise en application, cette loi de blocage, sur les IDE, les investissements directs étrangers, comme on dit. Mais après, investissement direct étranger, ça... Et le problème fondamental, si tu veux, c'est quoi? C'est que, et c'est ça que les gens voient pas, tu vois, c'est que tout est lié. En fait, il faut comprendre déjà comment fonctionne le système financier. C'est-à-dire que la monnaie de réserve du monde, c'est le dollar, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux acheter du pétrole, bon, peut-être que ça va changer au vu de ce qui se passe actuellement, mais si tu veux acheter du pétrole, tu es obligé de l'acheter en dollars. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es la Suède et que tu veux acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, faut d'abord que tu achètes des dollars, et avec ces dollars, tu vas ensuite acheter le pétrole d'Arabie Saoudite. Bon, la Suède, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'ils en produisent beaucoup, mais bon, admettons, on prend la Suède, allez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les Américains ont une monnaie qui ne vaut pas réellement la valeur qu'elle devrait avoir si c'était un pays normal. En fait, le dollar, c'est pas une monnaie normale. C'est une monnaie mondiale et une réserve de valeur mondiale. Et le problème, c'est quoi? C'est que le dollar, ça s'imprime. Parce qu'il n'y a plus d'étalons d'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains ont, avec leur système financier, un avantage comparatif qui est juste imbattable. Ils peuvent techniquement racheter le monde. Voilà, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que quel que soit le prix de ton entreprise, il faut qu'ils te la rachètent, ils ont les moyens. Voilà, parce qu'ils ont le dollar. Quoi qu'il arrive, ils auront les moyens. C'est-à-dire que structurellement, si tu n'as pas une décision politique qui dit cette entreprise-là, c'est no way, hors de question, tu peux mettre 2000 milliards sur la table, c'est bloqué, limite on met les dirigeants en prison s'ils vendent, tant que tu n'as pas de loi de ce genre, ce que font les Chinois, hein, bah, j'aimerais voir le PDG d'Alibaba, d'ailleurs je crois qu'il avait fait un petit tour en camp de rééducation à un moment donné, il avait disparu, tu Il sais. a été intégré il y a pas longtemps, mais il y a eu un petit temps où il était mis au placard un peu. Ouais, 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 tu vois, voilà. Donc, bah, j'aimerais bien voir le PDG d'Alibaba essayer de vendre Alibaba aux Américains, tu vois. Je peux te dire que Xi Jinping, il appuie sur un bouton et le mec, il tombe dans l'aquarium à requins, quoi. Et voilà, il finit en nourriture pour poisson. Donc, bon, je dis pas qu'il faut qu'on fasse la même chose, mais le fait est que par rapport au pouvoir financier américain, soit tu batailles, en fait, et tu rentres dans des logiques, en effet, de confrontation qui peuvent coûter cher, hein, qui peuvent coûter très cher, parce que s'opposer aux Américains, c'est pas gratos, hein. Soit en effet tu fais ce que nous on fait et on voit Technip partir, on voit Alstom partir. Peut-être demain, bon, moi j'ai rien contre Mistral, mais c'est quand même majoritairement des fonds américains, donc pour l'instant on a Mistral, mais pour combien de temps? T'as d'autres boîtes en cybersécurité, t'avais des Secure qui était une boîte très en poupe en cybersécurité qui s'est fait racheter par. Ah, ça c'est un truc incroyable. Ils se sont fait déglinguer par des Américains avec une logique de guerre judiciaire. Les mecs, c'est une boîte française, vont chercher de l'aide auprès d'une entreprise allemande, tu sais, en disant oui, on est européen, on va se faire racheter par une entreprise allemande, comme ça, souveraineté européenne, voilà, c'est plus français mais c'est allemand, donc Ouais, voilà, classique. on a sauvé l'entreprise. Résultat des courses, je sais plus, quelques mois après, l'entreprise américaine rachète l'entreprise allemande qui avait racheté l'entreprise française. Donc, tu vois, et le truc, c'est que quand tu regardes le dossier, bon,
il y a quand même de grandes chances que ça ait été préparé en sous-main et que l'entreprise allemande le savait probablement, hein, qu'elle allait se faire racheter. Et donc voilà, les Américains sont quand même très très malins. Et nous, la fameuse solidarité européenne, j'ai du mal. Pourquoi pas? Ce serait bien que ça existe, hein, mais je ne sais pas si ça existe, hein, tu sais. On a quand même l'un des meilleurs avions de chasse, nous les Français, qui est le Rafale. Et en plus, tu sais, c'est un avion qui est meilleur que le F-35 américain. Tous les industriels de la défense le disent. Mais, et en plus d'être meilleur, si tu veux faire en fait, les Américains peuvent t'empêcher de faire décoller ton F-35. Si tu leur achètes un F-35 et qu'ils n'ont pas envie qu'il décolle, il décollera pas. Donc tu achètes un avion, mais en fait, c'est presque une location, le truc. Ou tu es en conflit avec eux, Avec eux, bon, ça c'est sûr que non, mais ça peut être par rapport à un intérêt. Si tu es en conflit avec ton voisin, mais qu'ils ont un deal avec le voisin et que tu n'étais pas au courant, ah, et que tu n'as que des F-35, t'es un peu dans le caca, tu vois. Bref, donc en termes de souveraineté, vaut mieux acheter du Rafale, vaut mieux acheter du français. Le Danemark, il achète des F-35, je crois que l'Allemagne aussi, l'Ukraine, tu vois, tout. Bon, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Mais en tout état de cause, tu as quand même beaucoup de pays européens qui privilégient le partenaire américain, notamment parce que, pour plein de raisons différentes, mais qui sont aussi historiques, parce qu'on essaye d'aplatir l'histoire. Mais on a quand même une histoire en Europe. Mais tu sais, quand tu es polonais, tu préfères, euh, entre guillemets, que ton maître soit américain plutôt qu'allemand. Parce que quand ton maître, il te souffle dans la nuque et qu'il a une frontière de plusieurs centaines de kilomètres avec toi, qui t'a déjà envahi à plusieurs reprises, que ce soit côté allemand ou côté russe, bah à la limite, tu préfères que ton maître il soit à 10 000 kilomètres aux États-Unis, plutôt que ce soit l'Allemagne ou la France, parce que bon, la France aussi, elle a déjà envahi l'Europe avec Napoléon. Donc en vérité, tu as plein de pays qui, en Europe, ne se font pas vraiment confiance. Tu vois, il faut aussi prendre le point de vue des autres pays. Le Polonais, est-ce que par nature, il doit faire confiance aux Français? C'est pas sûr, au vu de leur histoire. Et pareil, Mhm. l'Allemand, est-ce qu'il doit faire confiance aux Français? C'est pas certain non plus. On s'est réconcilié de manière un peu forcée, quand même aussi grâce aux Américains. Mais tu vois, toutes ces réalités-là, historiques, elles existent encore. Et donc, quand tu dis souveraineté, est-ce qu'elle doit être nationale, est-ce qu'elle doit être européenne? Bah, c'est complexe. Bon, moi, je fais pas de politique. Mais en revanche, ce que je constate, c'est que dans la tech, euh, je sais pas, moi, Samsung, par exemple, c'est une entreprise mondiale. Bon, ils ont pas besoin de l'Europe ou de faire une énorme union asiatique. Enfin, tu vois, pour développer Samsung, quoi. Enfin, la Corée, c'est quoi? C'est la taille de la France, plus ou moins, en termes de population. Ils ont réussi à développer Samsung. Bon, est-ce qu'on a besoin des Allemands pour développer? Enfin, faut arrêter avec ces totems. Faut laisser les entrepreneurs aussi mener la barque. Faut écouter ce qu'ils ont à dire, hein. Moi, j'ai pas de réponse, mais faut écouter ce que disent les entrepreneurs, tu vois, carrément dans d'accord. chaque secteur. Pour terminer, en vrai, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder encore. On pourrait tenir facile 3 heures et peut-être qu'on fera une deuxième émission dans quelques mois pour continuer ça, ça serait avec grand plaisir. Écoute, avec Une dernière plaisir. chose, c'est, tu as reçu énormément de personnes qui vivent ces sujets au jour le jour, même des généraux, ce genre de choses. Au vu de ton expérience à toi, tu es quelqu'un de très curieux, tu t'y connais beaucoup. Pour les gens qui m'écoutent et qui s'y connaissent pas forcément en intelligence artificielle, il y en a plein qui écoutent justement pour essayer de comprendre ces sujets-là. C'est quoi que tu aimerais leur donner comme piste de réflexion, comme habitude à avoir, sujet à réflexion pour ces gens-là qui sont encore des débutants en intelligence artificielle et en cybersécurité? Deux conseils prioritaires. Premièrement, soyez obsédés par l'IA. Sans déconner, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais vraiment renseignez-vous, allez voir les tendances, c'est-à-dire allez lire les sources anglo-saxonnes, voir ce qui se passe aussi en Asie. Tu as cité la Chine notamment, c'est vrai que les Chinois sont incroyables. Je crois que Seedance, c'est chinois, DeepSeek aussi, il y a d'autres trucs.
Non, ils sont en train de développer des choses assez incroyables. Il faut lire, s'informer, essayer de comprendre même la logique, mais les logiques basiques. C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'utiliser l'IA. Essayez de comprendre de quoi il s'agit. Essayez d'aller voir rapidement, hein, ce que c'est qu'un réseau de neurones, pourquoi ça donne les résultats que ça donne. Il y a aussi un autre aspect, c'est que l'IA, c'est quand même aussi beaucoup de statistiques. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous donne juste un exemple. Quand vous comprenez que l'IA, c'est beaucoup de statistiques, malgré tout, vous comprenez finalement que l'IA converge quand elle vous donne une réponse vers une forme de moyenne. Elle n'est pas faite pour disrupter l'IA dans ses réponses et dans ses analyses. C'est-à-dire que la capacité à disrupter et à être véritablement innovant, d'avoir de nouvelles idées ou d'avoir un discours qui va choquer, admettons, véritablement les gens, ou d'être en empathie avec le public, si vous faites de la création de contenu ou autre, ça reste une compétence qui, pour un certain temps, peut-être 2 ou 3 jours, parce que d'ici à ce que Claude sort son prochain modèle, mais ça va rester très humain. Bon, en vrai, peut-être pas 2, 3 jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous comprenez comment l'IA fonctionne, vous comprendrez ce que l'IA ne sait pas faire, et à partir de là, vous comprendrez quelle est à vous, en tant qu'humain, hein, c'est terrible à dire, à vous en tant qu'humain, quelle est vous, votre proposition de valeur par rapport au marché du travail. Et sans déconner, surtout quand tu es jeune, le marché du travail, là, pour les juniors, notamment ceux qui sont dans la tech, même le marketing, même le conseil, c'est très compliqué en ce moment pour les juniors. C'est génial pour les seniors, mais pour les juniors, ceux qui arrivent dans le marché, ça va être très dur pour les 2, 3 prochaines années. Et 2, 3 ans, c'est beaucoup, hein, dans une carrière, hein. Tu peux pas faire une pause de 2, 3 ans. Donc, comprenez ces technologies, utilisez-les, mais comprenez leur logique, parce que ça vous permettra de comprendre leurs failles. Et en fait, aujourd'hui, pour survivre, il va falloir utiliser l'IA, mais il va falloir aussi s'intégrer dans les failles que l'IA ne comble pas. C'est ce qu'elle ne sait pas faire, en fait. Et ce que vous savez faire en tant qu'humain. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand vous vous intéressez à ces sujets-là, il faut absolument que vous ayez en tête la grille d'analyse, je dirais, des rapports de force, des logiques de guerre économique. N'hésitez pas à lire du Ali Laïdi. Ali Laïdi, voilà, c'est un type qui a écrit plein de livres sur la guerre économique. N'hésitez pas à aller lire du Christian Arbulot, même du Alain Juillet. Il fait de très bonnes analyses sur la tech malgré son grand âge, c'est assez impressionnant. Ou d'autres, en tout cas, voilà, qui se renseignent sur les sujets de guerre économique et de conflit. Du Kevin Limonier aussi, c'est très accessible. Bon, faut un peu déblayer, mais c'est pas non plus si complexe que ça en vérité. Donc lisez, hein. Je sais que l'IA, elle peut produire du texte en masse, mais il faut quand même lire en fait, il faut quand même apprendre. Donc continuez d'apprendre, de lire. Votre cerveau, il est quand même, c'est votre plus grand actif, hein. Donc voilà. Et comprenez ces logiques de rapport de force, mais aussi regardez ce qui se passe dans la Silicon Valley. Pourquoi? Parce que bah, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est là-bas que tu as des gens qui à la fois font le monde de demain, mais pensent aussi le monde de demain. C'est-à-dire qu'on pense que les milliardaires de la tech, milliardaires, millionnaires, hein, parce que bon, tout le monde là-bas, ça foisonne, hein. Il n'y a pas que des milliardaires. On pense que ces gens-là sont juste là pour faire du fric. En fait, non. Ils ont aussi une vision du monde. Et leur vision du monde, elle est véhiculée par les outils qu'ils développent et qu'ils distribuent dans le monde entier. Et il faut vraiment comprendre cette vision du monde, du Travis Kalanick, là, l'ancien fondateur de Uber. Je crois qu'il a publié un manifeste récemment, hein, sur l'IA, l'entrepreneuriat, etc. Faut aller lire du Marc Andreessen, faut aller lire du Peter Thiel, et d'autres. Enfin, tous ces mecs-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, ils sont en train de construire un monde qui va vous arriver en plein dans la gueule, sans prévenir. Et soit vous aurez anticipé le truc, et peut-être que vous pourrez en profiter, surfer sur la vague, vous échapper, j'en sais rien. Soit vous risquez d'être esclave dans le monde qu'ils vont construire pour nous, en fait. Et ça, on peut pas, quoi. On est au-delà des hommes d'affaires. On est sur des gens on est sur les nouveaux empereurs, quoi. Des gens qui pensent le monde et qui font le monde. Et ça va au-delà du prisme très français, droite-gauche, hein. Ça va au-delà de ça, en fait. Il faut sortir du prisme droite-gauche. Il faut vraiment étudier ce que ces gens disent. On est dans des débats.
qui sont d'un autre niveau par rapport à un monde, complètement enfin, moi je pense que oui, je pense que dans 20 30 ans, le monde, on regardera, avant 2022, on se dira: «Mais c'est le» on regardera ça comme on regarde aujourd'hui, je sais pas moi, les mecs qui se baladaient en calèche, tu vois, dans les films, les trucs de la Renaissance et autres, quoi. Et ça Pré-industriel. va aller de plus en plus vite, Ouais, notamment ouais. avec les robots. Mais oui, mais d'ailleurs, je repartage pas mal de vidéos de robots sur Alien et tout. Dingue, tout ce qui est fait aussi C'est en fou, hein? robotique. C'est drôle quand tu parles des nouveaux empereurs, on se croit dans One Piece avec les grands empereurs et tout. Mais j'arrive bien à imager ça, c'est un peu rigolo. Euh, Dernière question pour toi. Si tu devais me conseiller, c'est une manière aussi de conseiller aux gens, tu as conseillé pas mal de bouquins, mais si tu devais me conseiller à moi quelqu'un à recevoir sur ce média, ça serait qui? À recevoir sur ce média, bah, Carlos, par exemple, Carlos Diaz que tu suis sur Silicon On Carnet. discute avec Carlos déjà, ouais, sur OVNI et Alien. Je sais pas encore Bon, trop, trop. voilà, bon, après, pourquoi je te dis lui et pas quelqu'un d'autre, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, ça se voit pas, qui est quand même très humble, parce qu'il sait énormément de choses et il a quand même beaucoup d'expérience, et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, sur son podcast, c'est vrai qu'il pose plutôt les questions, mais en fait, il sait quand même beaucoup de choses. Mais il Bon, vient ça, aussi en plus c'est aux États-Unis, donc pour suivre ce qui se passe là-bas, c'est extraordinaire. et bah, voilà, exactement, tu vois? Voilà, donc lui à recevoir, c'est top. Bon après tu as quand même des gens connus, qui est-ce que je peux te conseiller d'autre? À part Yasmine Douadi évidemment. Bon voilà, qui est mais bon qui va dans tous les médias. Hem, Laisse-moi réfléchir, peut-être une figure, qui est pas évidente. Bah, moi je te donnerais plutôt un conseil, c'est d'aller voir aussi, tu sais, ce que font, certains, universitaires, géopolitologues, notamment qui s'intéressent aux questions de technologie. Parce que je pense que tu vas recevoir des gens qui sont entrepreneurs, notamment dans la tech, qui vont avoir, bon Ouais, voilà, cette vision très entrepreneuriale et c'est très bien et on les entend pas assez en France, donc continue. Mais ne pas hésiter peut-être à aller prendre des experts en sciences sociales, donc je t'ai cité, voilà, Kevin Limonier, mais tu as d'autres, tu as des jeunes. Tu vois, il y avait une nana, j'ai oublié son nom, mais bref, elle avait fait une, je crois que sa thèse, c'était une thèse en sciences sociales et géopolitiques, mais sur les robots tueurs, et tous, les mécanismes juridiques, notamment, sur les systèmes, automatisés, d'armement. Et ça, c'est une galaxie, de recherche qui est passionnante. C'est une jeune, j'ai oublié son nom, désolé. Mais ça se retrouve assez facilement, parce que j'avais lu un de ses papiers une fois pour préparer une interview et donc voilà, donc ne pas aller hésiter à chercher des gens comme ça, peut-être qui sont moins connus, c'est vrai, mais ils travaillent dur, ils font des doctorats et ils font des recherches qui peuvent être intéressantes, et puis sinon après, ouais, donner la parole aux entrepreneurs, je pense que c'est essentiel, quoi. Quand ils ont des choses à dire en tout cas, heu tu le roster de Sylv donc voilà, donc Moi, j'ai déjà reçu je Pierre Gobil, Brivael, on a fait un truc, Stéphane Mallard, ah ouais, Carl. Brivael, son Twitter Brivael, c'est le feu, hein. Ah Waouh! ouais, il est violent. Ah ouais. Non, non, Brivael, même en interview, il était cool. Valorant, probablement, on va faire un petit truc aussi ensemble. Mais oui, Valérand, absolument, absolument. Valorant, Valérand, il est on va faire un génial. truc sur OVNI, mais on va sûrement refaire un truc sur Alien. Enfin bref, j'ai pas mal de gens à recevoir. Là, je crois que t'es peut-être la 10e personne qui j'interview et il y en a que deux qui sont sortis. Euh, donc je suis très content. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller suivre Risk Intel, à suivre Yasmine sur Instagram, toi aussi, tes différentes prises de parole, notamment sur LinkedIn. En vrai, vous faites vraiment du travail quali et moi, c'est un kiff de vous suivre. Donc c'était Ah aussi un bah, kiff de merci. vous suivre aujourd'hui. Et voilà, et si vous avez besoin de suivre les questions d'intelligence artificielle, vous pouvez vous abonner à Alien. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est déjà fait et bravo pour ton podcast, c'est chouette.
Merci beaucoup, Vraiment, Jérémy. et merci pour l'invitation et pour cette discussion très agréable. Bon, j'espère que ce sera utile à ton public.